L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, avec Gilles, nous sommes ravis de vous recevoir. Valérie Fournéron, vous êtes maire de Rouen et ministre des Sports, et donc vous allez participer à un colloque important sur justement le développement du sport chez les jeunes. Ce sera notre sujet dans un instant. Vous êtes au courant, évidemment, comme tout le monde, de cette affaire Depardieu qu'on ne peut pas ignorer. Et évidemment, depuis que le débat a démarré, tout le monde lève le doigt en disant, et toutes ces équipes de France, où il n'y a plus un joueur qui paye ses impôts ici. Est-ce que la ministre des Sports a quelque chose à leur dire à ces joueurs ce matin ? Tennis, footballeurs, qui partent pour des raisons fiscales. Ils partent pas que pour des raisons fiscales. On a des grands joueurs de football qui sont aussi partis pour des raisons de compétition. Mais c'est vrai que tout a été dit sur Depardieu depuis 48 heures. J'ai même dit qu'on le préférait en Obélix défendant le village gaulois plutôt qu'en le quittant. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a d'autres sports qui sont et de joueurs de haut niveau qui sont partis dans d'autres pays. De la même façon que pour Depardieu, qui a bénéficié aussi, des intermittents du spectacle, de l'ensemble de ceux qui permettent de réaliser un film, on a des sportifs qui sont aussi partis de leur club, qui sont aussi partis, des moyens qui ont été donnés pour leur compétition, mais en même temps. Où ils vivent tous en Suisse et quand ils la gagnent ou quand ils arrivent à un stade intermédiaire de la compétition, on hisse le drapeau français, tout ça est aberrant. Alors où on laisse faire depuis des années, où on ne s'indigne pas tout d'un coup parce qu'un acteur s'en va. Alors qu'ils sont tous partis. Mais je pense qu'il ne faut pas s'indigner. Il faut mettre en place. Donc a tort. Il ne faut pas s'indigner, mais il faut mettre en place une fiscalité qui soit plus juste sur le plan européen. Ça, c'est une certitude. Puis sur la coupe, vous citez la Coupe Davis. Quand même, quand les Français viennent jouer la Coupe Davis, une partie de leurs gains sont redonnés sur le territoire français. Donc, il y a des mécanismes qui sont possibles. Nous avons essayé de les trouver avec un certain nombre de sports comme le tennis, mais en même temps, c'est vrai qu'on aurait envie de plus de solidarité dans cette période entre tous ceux qui ont les moyens d'avoir beaucoup d'argent et ceux qui en ont moins, ils sont nombreux. Gilles Leclerc, nous allons continuer sur ce dossier. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'au fond, et ça peut-être vous arrangerait, c'est qu'on puisse imaginer une fiscalité européenne qui soit à peu près la même, justement pour éviter ce qu'on est en train de vivre en ce moment, pour les sportifs et les autres. Enfin, en tous les cas, trop de décalage aujourd'hui montre les limites. Donc, si on peut progresser comme on est en train de progresser sur le souci, c'est que c'est la France qui paraît décalée aujourd'hui dans l'Europe. Aujourd'hui, d'une certaine façon. D'une certaine façon, c'est toujours difficile en matière de fiscalité de prendre en compte, simplement une partie et uniquement l'imposition. On a derrière, tout ce qui concerne l'imposition sur les sociétés, tout ce qui concerne les services publics qui sont offerts en matière de santé, en matière d'éducation. Donc c'est toujours compliqué d'aborder, ce sujet uniquement par un point qui concerne la fiscalité impôt. Il y a les services publics en face et je suis persuadé, je l'évoquais pour les intermittents du spectacle, pour Depardieu, mais je l'évoque aussi pour nos clubs sportifs, pour, l'ensemble de nos tennisman. Cette solidarité, ce qu'on offre en termes de services publics en France, mérite aussi que dans des périodes aussi difficiles que celles que nous vivons, il y ait une solidarité nationale. C'est la mondialisation, vous le savez. Oui, mais ça ne veut pas dire Regardez le Paris Saint-Germain, il paye 80 millions pour donner 14 millions d'euros à Ibrahimovic. C'est colossal. La fiscalité en France. C'est colossal, mais ça l'empêche pas d'être au PSG. Le PSG d'avoir aujourd'hui, un équilibre financier, ce qu'on parle à tous les clubs. Puis en même temps, ça n'empêche pas que le championnat de France de Ligue 1, à ce moment, on avait dit qu'il n'y aurait pas de suspense. Il y a 3 clubs en tête, et puis juste derrière, il y a les Merlus de Lorient. Donc ça fait plaisir. Tout n'est pas qu'une histoire d'argent. Justement, ce matin, on lisait l'équipe avec Gilles et on va enchaîner. Est-ce que vous ne déplorez pas que la Bible, finalement, du monde sportif s'intéresse assez peu aux préoccupations de la ministre des Sports, de ses colloques, de son activité? Vous savez, en matière de... Il n'est pas particulier à vous, d'ailleurs. En matière de pratique sportive, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr la performance de haut niveau, et on a vécu des Jeux Olympiques et Paralympiques superbes pour nos équipes de France. Puis il y a encore de très très grandes inégalités en termes d'accès à la pratique. Handisport, par exemple. On est le dernier pays européen en matière de pratique pour les personnes handicapées, dans nos quartiers, dans les secteurs ruraux. Donc, on a vraiment besoin de travailler sur un accès à la pratique pour tous, tout au long de la vie, partout. Le public féminin qui, dans certains secteurs, a moins de pratique. On a aussi un bel outil en matière de sport. C'est l'outil de santé publique. Vous savez, on a dans notre pays presque 20% des décès qui sont liés aux maladies de la sédentarité. On est un des pays qui consomme le plus de médicaments. On pourrait en consommer moins quand on a une activité physique régulière. Enfin, sur un certain nombre de pathologies, parmi les plus sévères,
cancer du sein chez la femme, le cancer du côlon chez l'homme. Quand il y a une pratique sportive régulière, il y a moins de récidives. Et puis, vieillir en bonne santé, c'est pas désagréable dans une population qui n'a jamais, eu une durée de vie aussi longue. Donc, on a un enjeu en matière de sport qui n'est bien sûr l'enjeu de permettre pour ceux qui ont des qualités exceptionnelles d'aller jusqu'au bout, et une fierté de la France, accueillir aussi les grandes compétitions, mais de réduire les inégalités et de permettre à ce que cet accès au sport soit pour le plus grand nombre. Nous sommes avec Valérie Fourniron, ministre des Sports en direct, et maire de Rouen, Gilles Leclerc. Question. Valérie Fourniron, vous participez aujourd'hui à un colloque, à une journée qui s'appelle Éducation populaire, utopie d'avenir. On sait que la jeunesse, c'est une priorité non seulement du candidat, mais du président François Hollande. Quand on dit ça, au fond, ça signifie quoi ? Est-ce que c'est pas une connotation un petit peu archaïque, au fond ? C'est vrai, quand il y a 6 mois, le président de la République et le Premier ministre m'ont confié cette responsabilité de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative, certains ont souri, voire raillé. Or, l'éducation populaire, c'est tout ce qui concerne en dehors de l'école. Ce sont tous ces endroits qui ont construit les jeunes et qui continuent à construire les jeunes. Qu'il s'agisse de nos centres de loisirs, de nos colonies, qu'il s'agisse de nos cafés ciné, de nos forums théâtres, qu'il s'agisse, je veux dire, de l'ensemble des mouvements de jeunesse, de tous ces temps. C'est encore très vivant, ça. Et quelle est la politique de gauche par rapport à ce sujet-là, au fond ? C'est extrêmement... Par rapport à votre prédécesseur ? C'est extrêmement vivant. Priorité jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, ces dernières années, elle a été presque vécue comme une charge, et non pas, je veux dire, comme un investissement d'avenir, de la défiance, de la suspicion. Comme ça, cette jeunesse est parfois même stigmatisée, elle s'est même sentie stigmatisée. Il y a quelques jours, dans mon ministère, on sortait l'observatoire sur l'état de la jeunesse en France. Aujourd'hui, 1 personne sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est un jeune. Il représente 22% des actifs, et pourtant ils sont 40% des chômeurs, voire 50% dans certains territoires. Donc les urgences, c'est vrai, c'est au niveau de l'emploi. Ce sont les emplois d'avenir, ce sont les contrats de génération. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à voir que sur ces contrats de génération qui touchent à la fois les seniors actifs et les jeunes, l'ensemble des organisations professionnelles, employeurs, salariés, se soient mis d'accord très vite. On sent, je veux dire, que cette solidarité, elle est nécessaire vis-à-vis de notre jeunesse. Leur redonner confiance. Les premiers emplois d'avenir que j'ai signés, j'avais 7 jeunes en face de moi. Ils cumulaient à eux 7, 54 CDD. Quand on leur dit, vous allez pouvoir avoir un contrat qui va s'inscrire dans la durée, au moins 3 ans, une deuxième chance de qualification, je peux vous assurer que la première réponse, c'était enfin, on nous fait confiance. Cette confiance en matière de jeunesse, elle est nécessaire et elle doit s'inscrire dans la durée. Il y a des mesures d'urgence, celles que nous avons prises. Il y a aussi des mesures qui doivent s'inscrire, c'est-à-dire dans une politique globale, dans la durée, pour les remettre dans le droit commun. C'est pas une catégorie à part. Madame Fourniron, vous faites certainement des efforts, personne ne va dire le contraire, mais en même temps, on assiste aujourd'hui à une baisse de popularité de l'exécutif. Il y a des élections partielles qui ont été perdues dimanche dernier. Il y a 15 députés et des élus qui implorent le président de la République de ne surtout pas oublier l'urgence sociale. Ce soir, le président de la République dîne avec les représentants de l'AFEP, c'est-à-dire les représentants du CAC 40, du patronat. Est-ce qu'on aurait raison de lier tout ça ? Je veux dire que, visiblement, vous faites, vous, dans votre domaine, des efforts, tous les ministres certainement, mais en même temps, cette perception-là, aujourd'hui, visiblement, elle passe pas, ou elle passe mal. Donc, surtout... on a besoin, je veux dire, d'être jugé aussi dans la durée. La situation du pays est extrêmement douloureuse. Quand, je veux dire, avec humilité, nous disons, nous travaillons, nous nous mobilisons sur l'emploi, mais que le challenge, c'est d'inverser la courbe de l'emploi, c'est-à-dire de la faire arrêter de chuter à la fin de l'année 2013. Nous savons que la période est difficile. Nous savons que cette période ne doit pas opposer les uns aux autres et qu'il était absolument nécessaire que nous puissions avoir à la fois, je veux dire, les outils de l'union bancaire, les outils de relance de la croissance économique, qu'il puisse y avoir ces 20 milliards d'euros de crédit d'impôt pour les entreprises, qu'il puisse y avoir parallèlement des mesures sociales. Donc vous nous parlez ce matin plus entreprise, plus emploi que pouvoir d'achat. Or vous savez que la question du pouvoir d'achat, et notamment de la non-revalorisation du SMIC, est une question que se pose la gauche en ce moment. Toutes les mesures que nous avons prises, nous avons essayé de faire en sorte qu'elles soient, je veux dire, juste socialement, qu'elle pèse, oui, plus pour ceux qui ont plus, mais qu'elle permette aussi de relancer cette croissance tellement nécessaire quand nous avons ce chômage si élevé. Et puis, j'évoquais la jeunesse, les mesures que nous avons prises pour la jeunesse, qu'il s'agisse de la garantie jeune pour ceux qui, aujourd'hui, je regardais ces jeunes suivis par les missions locales, dans le cadre de ces contrats d'insertion. Ils ont eu en moyenne 190 €
sur l'année dernière, sur une année. Comment voulez-vous, même avec un RSA jeune de 450 €, les faire rêver? Je veux dire, ça ne fait rêver personne d'avoir ce type d'allocation. Donc, nous avons un challenge qui est global pour notre pays, qui est à la fois, de permettre la relance de la croissance et de soutenir nos entreprises, de soutenir nos PME, nos TPE et le contrat de génération qui permettra aussi de prendre en compte la transmission des entreprises, qui nous est beaucoup demandé par les artisans, les commerçants, est essentielle aussi. La perception de ce qu'on fait est aussi importante que ce qu'on fait. Alors justement, c'est un peu le thème qu'évoquait Gilles il y a quelques instants. Reste à savoir si François Hollande est du côté de ceux qui viennent de signer cette pétition ou ce texte à 15, ou s'il est du côté de la FEP. C'est ça qui est flou pour l'essentiel des gens. C'est ça qui est flou pour la gauche de la gauche. Et c'est ça qui est flou aussi pour une partie des chefs d'entreprise en France. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, finalement, de quel côté est François Hollande. Ou alors, en tout cas, son récit n'est pas convaincant ni pour les uns ni pour les autres. François Hollande, il a une feuille de route sur laquelle les Français l'ont élu. Et aujourd'hui, cette feuille de route, c'est celle du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et donc, nous ne dévions pas de cette feuille de route. Nous avons une situation... C'est ce que justement les gens vous demandent, de dévier de cette feuille de route, de dévier de la campagne pour vous adapter aux réalités d'aujourd'hui. Je crois que les réalités, nous avions bien prises en compte. Elles sont particulièrement sévères. Quand on voit, je vois sur mon territoire la difficulté dans laquelle se trouve tout le secteur industriel, et on ne peut pas en 6 mois avoir réglé une situation dont, la gravité est là. Donc, il y a besoin, c'est vrai, que nous ayons une confiance globale, que l'ensemble, et on le voit bien, l'ensemble du gouvernement est pleinement mobilisé. Le président de la République nous a fixé la feuille de route. Nous savons, encore aujourd'hui, nous sommes réunis pour essayer de diminuer les dépenses publiques qui sont encore trop élevées dans un pays avec un tel endettement. Vous vous rendez compte, plus de 90% d'endettement public du PIB. Donc, nous avons besoin, nous le savons, d'être mobilisés et nous le sommes. Donc la réponse, c'est le temps. Si je vous écoute. Oui, 6 mois, c'est un peu court tout de même, vu la réalité de la situation. Mais sur les 60 milliards, par exemple, beaucoup de gens disent, mais pourquoi ils ne prennent pas des décisions? Ils vont encore regarder quelles sont les économies possibles, envisageables, mais il y a des dizaines de rapports qui ont été écrits là-dessus, donc pourquoi ne pas décider maintenant, plutôt que finalement faire l'autopsie de dépenses dont tout le monde sait qu'on pourrait trouver les économies assez rapidement? C'est ça qui est aussi reproché à Jean-Marc Ayrault. Enfin, on n'a pas, depuis 6 mois, je pense qu'il y a un certain nombre de décisions, et celle-là, justement, celle-là de diminuer les dépenses publiques de 10 milliards d'euros par an sur le quinquennat, jamais une telle décision n'a été prise. Et je rappelle que si on n'avait pas trouvé ce pays avec une augmentation de 30% de l'endettement public sur les 5 dernières années, on ne serait pas dans cette situation, à la fois d'un manque de croissance, à la fois d'une explosion du chômage, alors que l'endettement public est énorme. Donc cette réalité, aujourd'hui, est effectivement le constat de gravité dans lequel nous sommes, et nous sommes tous mobilisés pour infléchir, c'est vrai, dans la durée et pas en 6 mois, l'ensemble de la situation de notre pays pour tous les Français. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui, bon colloque, et nous allons, Gilles et moi, nous mettre au sport dès ce week-end. Et arrêtez d'aller dans les pharmacies pour rien. Bonne journée à vous, madame. Bonne journée.